De se retrouver un dimanche matin dans cet amphithéâtre. Non seulement parce qu'il y plane l'ombre tutélaire de Camus, qui a prononcé sa dernière conférence avant d'avoir son accident en rentrant à Paris, mais aussi parce que c'est dans cet amphi qu'a été créée cette manifestation, il y a une vingtaine d'années, par Paul Constant, que nous pourrons applaudir tout à l'heure quand elle viendra. Je pense que c'est par sa personnalité que ces Journées des écrivains du Sud sont devenues ce qu'elles sont, non pas simplement une manifestation comme une autre, mais une manifestation qui a une âme, et cette âme, c'est Paul Constant, et parce que Paul a réuni autour d'elle toute une série d'amis qui reviennent année après année. Ce qui fait aussi une sorte de famille qui se retrouve ici tous les printemps. Et parmi les amis qui reviennent régulièrement, les uns depuis toujours, les autres depuis un peu moins longtemps, il y a mon voisin de gauche et mon voisin de droite, deux écrivains que j'admire profondément et que je suis heureux de pouvoir interroger sur leurs travaux. Metin Arditi, Axel Kahn, vous les connaissez pour les avoir entendus ici, vous les connaissez pour avoir lu l'un ou l'autre de leurs livres. Axel Kahn, représentant d'une illustre fratrie, et la fratrie s'illustre ici puisque son frère est également parmi nous. Axel Kahn, son frère étant journaliste, et lui-même médecin, généticien, et quand on prononce le mot généticien, eh bien on glisse presque automatiquement vers la notion de manipulation génétique, c'est-à-dire un généticien ne peut pas ne pas s'interroger profondément et tous les jours sur ce qu'il fait, c'est-à-dire le médecin qu'est Axel Kahn est aussi quelqu'un qui s'est beaucoup préoccupé d'éthique. L'éthique est une branche de la philosophie depuis toujours. Et c'est aussi en philosophe que Axel Kahn s'est interrogé sur ce que nous sommes, non pas seulement à partir des gènes, mais aussi à partir de ce que nous sommes. Et c'est là aussi que nous retrouvons l'héritage de Camus, qui a toujours essayé de mettre l'homme au centre de ses préoccupations et qui nous prémunit contre toutes les idéologies. Metin Arditi, lui, vient d'une Turquie lointaine comme enfant, en Suisse, a fait des études aux États-Unis, a travaillé dans des domaines qui, a priori, n'ont rien à voir avec la littérature, c'est-à-dire la physique nucléaire. Mais il a pensé que le cœur du réacteur n'était peut-être pas nécessairement là où on le cherchait. Et il est venu à la littérature, entre autres, par une personnalité que certains d'entre vous connaissent, qui est Jeanne Hersch. Jeanne Hersch, la grande philosophe de Genève, la traductrice de Karl Jaspers, et on retrouve l'existentialisme par ce biais, qui a beaucoup encouragé Metin Arditi à écrire des essais sur Machiavel, sur La Fontaine, qui plus tard ont été rejoints par des romans très souvent à teneur un peu autobiographique, comme le Turquetto, qu'il a fait connaître, et qui relate le destin, justement, de quelqu'un qui vient de la région, qui n'est pas trop éloignée de la sienne, et qui, par toutes sortes de pérégrinations, devient ce qu'il est. Et puis, plus récemment, Metin Arditi
s'est interrogé sur ce qu'il est devenu grâce à deux pays, c'est-à-dire la Suisse où il a travaillé longtemps et où il réside toujours, et la France, qui est son pays d'adoption spirituelle, et il a consacré à ces deux pays un dictionnaire amoureux de la Suisse et un dictionnaire amoureux de la France. Le dernier livre d'Axel Kahn, Chemin, est un livre de pérégrination. Ce n'est pas la première fois que ce grand marcheur pense en marchant. Il y a déjà plusieurs années qu'il a publié Penser en chemin, et qui était déjà une sorte de pérégrination. Pérégrination dans l'espace, et pour Bettina Arditi, pérégrination à travers les œuvres de l'esprit. Et je voudrais poser pour commencer à chacun d'entre eux, que signifie pour vous la pérégrination, et dans l'espace et dans le domaine de l'esprit? Axel Kahn. Pour moi, la pérégrination dans l'espace est avant tout le moyen rêvé, le moyen de loin le plus efficace de la pérégrination dans l'esprit. Je ne suis pas existentiellement un homme qui écrit, en revanche, je suis existentiellement un homme qui marche. Et à ce point, depuis ma plus tendre enfance, en tout cas depuis que je suis un garçonnet de 4-5 ans, à ce point que je n'envisage pas la possibilité de penser profondément, résolument, richement, autrement qu'en marchant, ma pensée s'enroulant sur le rythme de mes pas, comme la musique que l'on compose sur le rythme du métronome. La pensée stimulée par la masse considérable des perceptions, des émotions engendrées, des souvenirs suscités, qui l'enrichit. Et par conséquent, je suis un homme qui marche, chemin faisant, je suis un homme qui pense, et j'ai beaucoup de difficultés à les séparer. Il y a de cela 3 ou 4 ans, on m'a proposé d'écrire le dictionnaire amoureux de la Suisse. Et la personne qui me l'a proposé, c'était Jean-Claude Simoën, qui est le fondateur, le créateur de la collection. J'étais évidemment pas du tout préparé à l'exercice et j'ai commencé par lui envoyer 4 entrées, comme on dit, pour tester, voir si ce que j'avais dans le stylo correspondait à ce qu'il attendait. Et je me souviens parfaitement de sa réaction. Il m'a dit, c'est pas du tout ça. Il m'a dit, tu n'as pas compris ce que j'attends. Ce dictionnaire est un anti-dictionnaire. Si tu veux que le lecteur ait du plaisir, il faut commencer par en avoir toi-même. Or, la lecture d'un dictionnaire ne peut pas être autre chose, en tout cas du moins d'un dictionnaire amoureux, ne peut pas être autre chose qu'une flânerie. Alors, ton écriture doit être une flânerie, ou si l'on veut, un mot que je n'ai pas utilisé dans le dictionnaire, une pérégrination, c'est-à-dire une démarche, mais d'une grande liberté. Et je dirais, en pesant mes mots, en étant modeste, d'une grande spontanéité. Il ne doit pas y avoir de contrôle trop rigide, si ce n'est le souhait d'aller pour chaque pensée aussi profondément que l'on peut. Mais ces pensées elles-mêmes sont souvent le fruit d'une rencontre, comme lors d'une flânerie, et du hasard. Alors, j'ai très bien écouté, je me souviens parfaitement où j'étais, c'était à Bilbao, dans le musée de Guggenheim,
j'avais mon téléphone portable, je me faisais engueuler déjà par l'éditeur. Et j'ai parfaitement compris la leçon et j'ai essayé de l'appliquer tant pour le dictionnaire amoureux de la Suisse que pour le dictionnaire amoureux de l'esprit français qui vient de sortir. Et c'est vrai que ça a été un immense plaisir, cette pérégrination, cette suite de flâneries, avec évidemment ce que ça implique, c'est-à-dire que de temps en temps, on ne rencontre pas ceux que l'on pensait rencontrer, on fait connaissance avec d'autres, et il y a évidemment dans la flânerie un élément de surprise, de découverte et d'étonnement. Robert Kopp m'a fait le grand plaisir de citer la personne qui a le plus compté dans ma réflexion, qui est Jeanne Hersch, et le livre central que Jeanne Hersch a écrit s'intitule « L'étonnement philosophique », l'étonnement étant pour elle le fondement même de l'existence. Alors voilà, pour moi, comme pour Axel Kahn, il y avait une pérégrination dans l'espace pour lui et pour moi, eh bien, dans le temps, à la recherche de cette myriade de composantes qui, réunies, constituent l'esprit français. Oui, cher Métine, j'entends bien, j'admire même, mais ton dictionnaire a quand même un titre. Dictionnaire amoureuse d'un adjectif de la Suisse, c'est un pays. Comment est-ce qu'on peut être amoureux du pays des banques, des montres et des banques? C'est-à-dire de quelque chose qui ne suscite pas nécessairement des sentiments d'enthousiasme dès le départ. Alors, que tu me poses la question concernant la nature, le lac, tu me dis comment est-ce qu'on peut être amoureux d'un lac, je pourrais comprendre. Mais d'une banque, c'est naturel. Pour moi, c'est un mouvement absolument spontané. Comment? Eh bien, évidemment, dans le dictionnaire amoureux de l'esprit français, je raconte comment, à l'âge de 15 ans, je suis tombé amoureux d'un magazine. Ce magazine, c'était l'Express. Moi, j'habitais Lausanne, j'étais en pension, en internat à Lausanne, mais c'était à l'époque la guerre d'Algérie. En 60, il y avait eu le coup des 4 colonels, il y avait eu l'OS. Tout cela ne touchait pas la Suisse, mais faisait vibrer en moi quelque chose de très, très fort. Je suivais ce qui se passait chaque lundi, je filais de l'école, je marchais 4 km à toute vitesse pour aller acheter l'Express qui n'était pas encore sous la forme d'un magazine, et j'étais vraiment dans une démarche qui avait tous les contours de l'esprit amoureux. Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux d'un magazine? Pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux d'un pays? Pour le bonheur qu'il procure. Oui, je comprends bien, mais là, tu n'as pas répondu à ma question parce que tu as tout de suite dévié sur la France. Ce que je comprends très bien, parce que c'est la langue, parce que c'est la littérature, parce que c'est justement la tradition dans laquelle tu t'insères. Mais la Suisse, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Oh, et c'est un Suisse qui me pose cette question. Ce que m'a apporté la Suisse, c'est évidemment de m'avoir accueilli quand j'avais 7 ans. Je suis en Suisse comme on est dans un placenta. Je lui dois beaucoup de choses. De la même manière, tu as dit tout à l'heure que la France était un peu, sur le plan spirituel, mon pays d'adoption. C'est ce même sentiment que j'ai effectivement quand je pense à l'esprit français, c'est d'être entouré, enveloppé de quelque chose de très doux, de très riche et surtout de très nourrissant. Et j'ai le même sentiment avec la Suisse, mais pour la Suisse, évidemment, ça a un caractère plus, disons, plus charnel, plus concret, c'est lié à la nature. Pour moi, ce qui fait ce pays, la Suisse, c'est sa nature, c'est une nature exigeante. Le caractère suisse, s'il est celui qu'il est, c'est qu'il a été trempé
par le fait que les Suisses étaient traditionnellement des paysans, et pas seulement des paysans de haute montagne, ce qui est encore un autre métier que le paysan de plaine, plus dur, plus exigeant. Donc c'est évident que lorsqu'on tombe amoureux, que ce soit d'un pays, d'un esprit, d'une personne, eh bien on ne fait que rendre une part de ce que l'on reçoit. C'est que l'on a été très très bien traité, et mieux que ça, enrichi et aimé. Le mot de nature me permet de me tourner à nouveau vers Axel Kahn. Les pérégrinations que vous faites depuis toujours, eh bien, ce ne sont pas des traversées des villes, généralement, ni de bourgs. Ce sont généralement de grandes randonnées dans la nature. Comment choisissez-vous vos itinéraires? Et selon quels critères choisissez-vous vos randonnées? Tout d'abord, je choisis de me mettre en chemin. Pour un randonneur, l'élément déterminant, lorsqu'il est engagé dans sa vie professionnelle, pour moi la vie scientifique, universitaire, est de créer les conditions d'une parenthèse et de partir. Mais évidemment, certes, l'on flâne, il y a une flânerie intellectuelle qui est follement riche, mais lorsque l'on se met en chemin, il faut impérativement qu'au départ, on assigne un objectif au chemin que l'on va parcourir. Mais voyez-vous, le vrai randonneur se reconnaît à une caractéristique fondamentale que Jacques Lacarrière a bien noté lui aussi, c'est que très rapidement, après quelques centaines de mètres, 1 ou 2 kilomètres, le but du chemin est le chemin humain. Et il est riche de tout ce qu'on y apporte avec soi. Il est riche de ses amours, il est riche de ses souvenirs, il est riche de ses pulsions, il est riche de ses émotions. C'est tellement important que je vais répondre néanmoins à votre question, mais elle est relativement secondaire derrière la détermination de partir de soi-même. En fait, ayant été élevé dans une ambiance extrêmement paysanne, par une paysanne extrêmement pauvre, les 5 premières années de ma vie, dans le petit village où j'étais né, j'ai considéré que c'était là la condition normale de la vie, et que cet endroit, les conditions de cette enfance, fantasmée certes, représentaient le paradis terrestre. Et la raison pour laquelle toute ma vie j'ai marché, est que cela m'a été nécessaire pour vivre en dehors des moments où j'étais engagé sur les chemins. J'étais un peu comme le géant hanté, qui lorsqu'il perdait ses forces, dans les laboratoires, dans les congrès internationaux, dans les universités, les autres fonctions que j'ai pu réaliser, commençait effectivement à craindre la défaite, s'il n'était pas capable, pour hanter, de s'allonger sur sa mère, sur Gaïa, et immédiatement, ses muscles regonflaient. Et moi, je suis pareil. Si, toute ma vie durant, je n'étais pas allé sur les chemins en y emportant la richesse que j'étais capable d'y apporter, eh bien, tout simplement, je n'aurais pas vécu. Je n'aurais pas survécu. Je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Et si je dois déterminer le but fondamental de cet engagement sur les chemins, la raison pour laquelle j'ai accepté toute ma vie durant de quitter la vie haute, la vie professionnelle, celle pour laquelle on me connaît, c'est que je n'ai jamais pu me résoudre à cet arrachement du paradis terrestre de mon enfance, arrachement d'une totale brutalité. Mes parents m'ont pris pour m'amener à Paris, ils étaient pour moi relativement étrangers, et toute ma vie durant, j'ai voulu retrouver le chemin du paradis terrestre. Oui, j'entends bien, ça parle à mon esprit aussi à travers Rousseau qui essayait de retrouver presque le ventre maternel en s'identifiant avec la nature, mais dans votre cas, je crois qu'il y a encore autre chose. J'ai été frappé, mais peut-être j'ai mal lu, j'ai été frappé par les itinéraires difficiles que vous choisissez. Parfois, j'ai eu l'impression que vous vouliez aller physiquement au bout de certaines limites. Je prends un exemple concret. Le GR20 qui traverse la Corse, c'est pas une promenade du dimanche matin, c'est une épreuve
Est-ce que vous voulez nous parler un peu du côté épreuve aussi de vos promenades? Oui, à travers un exemple particulier, qui est un exemple à la fois d'effort physique et d'épiphanie amoureuse. Je décris dans Chemin une période de 10 ans de ma vie où j'ai été éperdument amoureux. Et où cet amour s'est épanoui sur les plus hautes crêtes. Et il m'a semblé de manière totalement folle et in fine dévastatrice, il m'a semblé qu'à la grandeur, qu'à la force de cet amour, il fallait offrir l'exceptionnel. Que seul l'exceptionnel était de son niveau. Et que rester sur les GR, même si parfois ils ne sont pas aisés, était grossier, et en tout cas très en deçà de ce que j'éprouvais pour cette dame. Et alors, ce fut une période où systématiquement, laissant les GR, je n'ai plus cheminé que sur les hautes routes, essayant de sélectionner les variantes indiquant comme variantes engagées, variantes difficiles. C'était fou, et c'était faux. C'était faux parce que la dame ne le demandait nullement, et en réalité, elle a eu de plus en plus de difficultés à le supporter. Et ça a sans doute hâté la fin de l'histoire.